Bonjour à tous, Sawa les Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis vraiment heureux de vous retrouver, chers amis. Humiliation, c'est le mot de la journée. C'est le mot de la journée. Je dirais même humiliation en direct. Ouais, en direct à la télé. Bah oui, c'est ce qui s'est passé sur LCI en direct à 22 h dans l'émission Face aux Français où Bruno Retailleau, que vous connaissez évidemment tous, qui fait évidemment parler il est intimement proche du grand pouvoir français, vous le savez. Hein. Je ne vais pas vous récapituler tout son CV, je pense qu'on en entend assez parler, hein, les Retailleau, les Bayrou, tous ces types-là, hein, qui sont évidemment les piliers de la lente destruction de la France. Mais évidemment, le chef suprême, c'est Macron, hein, ça vous le savez. Bref, on ne parle pas de ça aujourd'hui, on parle de sa prestation plus que médiocre dans l'émission LCI face à notre chère... Ah, j'ai oublié son nom, je ne sais plus comment elle s'appelle cette fille-là. Parce qu'évidemment, dans le titre, j'aurais mis voilée parce que c'est triste à dire, hein, mais elle se fait principalement connaître, cette fille-là, elle se fait principalement connaître parce que c'est la voilée de service qui va toujours sur les plateaux télé pour défendre l'islam, pour défendre le voile, pour défendre la femme musulmane. Alors, elle ne dit pas que des choses très intelligentes. Par moments, elle dit des choses intelligentes. Par moments, on sent que c'est un peu... on ne va pas dire qu'elle se fait briefer, mais on va dire qu'elle dit un petit peu ce que la masse a envie d'entendre. Elle ne va pas au bout de la question. Même si je pense que déjà, face à Retailleau, ce qu'elle a fait, vous allez le voir, c'est déjà une super prestation. Maintenant, vous la connaissez. Elle est passée à TPMP à l'époque, face à Jean Messia. Bon, pareil, c'était un peu je te lance la balle, tu me la renvoies, je te lance la balle, tu me la renvoies. Disons que dans les émissions télé, elle est appréciée parce que c'est un petit peu l'extrémisme d'une certaine pensée, j'ai envie de dire islamique ou musulmane. Mais vous allez voir dans cette vidéo-là, j'ai pointé quelques incohérences dans le discours de Retailleau, notamment sur le rôle de l'islam en France. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Donc mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez votre ceinture de sécurité, mettez même la double ceinture, tout ce que vous voulez. Et puis c'est parti. On se regarde ça. Oualem avait écrit un jour, il est algérien, il est de cette culture-là, et il avait dit, et il avait écrit, l'islamisme, c'est la victoire du voile. Je pense que le voile est utilisé pour dire, on n'est pas comme vous, et surtout, comme un signe de l'apartheid. De ceux qui croient en un Dieu, de ceux qui croient en un autre Dieu, ou peu importe. Je pense que le voile, c'est un signe qui sépare les hommes et les femmes, pour inférioriser les femmes. Vous dites, moi j'ai cette liberté, mais il y a tant de pays, les Iraniennes, qui se battent et qui sont punies gravement, parfois sur leur vie, parce qu'elles n'ont pas le droit, voyez, d'enlever leur voile. Et c'est ça qui me choque. J'ai pas l'intention, David Pujadas l'a dit, c'est une proposition personnelle sur l'université, parce que je trouvais qu'il y avait une sorte de continuité. Je pense que l'école publique, l'université publique, c'est la République. Et le modèle républicain fait qu'on a des particularités, on a des foi qui sont différentes. Et ça, c'est important. Et on doit les vivre pleinement. Mais le modèle républicain fait que dans un espace commun, pour bien vivre en commun, on essaie de laisser ces particularismes, notamment qui concernent la croyance, de côté. Mais ça, pour faciliter, vous voyez, la concorde. Donc du coup, vous êtes contre le principe républicain de la laïcité. Tout ce que vous venez de dire, ça contrevient à ce principe. Ah non, non, c'est au contraire. C'est votre vision des choses. Non. Les frères musulmans. Non. Est-ce que je peux... Je reconnais Alors là, en fait, il a plus d'arguments. Il fait ah non, mais oui, mais bon là, tu t'es pris 2 gifles pour l'instant, 2-0 pour l'instant. Je suis désolé. Hein. Allez-y, puis vous répondrez, Bruno Retailleau. Déjà, je note que vous sortez beaucoup de mots comme ça qui font peur, l'islamisme, les frères musulmans, etc. Ah, ça me fait peur, moi, oui. Mais ça me fait peur aussi. Ah oui. C'est fou. Ça me fait peur, sauf que moi, pour combattre l'islamisme, j'interdis pas des mères qui accompagnent leur enfant en sortie scolaire de porter le voile. C'est pas comme ça qu'on combat l'islamisme. Je suis vraiment désolée. Et ce que je voulais dire, en réalité, c'est que monsieur, il nous explique que selon vous, donc c'est une conviction personnelle, et je l'entends et je la comprends. Et en fait, moi, mon propos, il n'est pas de dire à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui me voient d'adhérer à mon port du voile. Je comprends que l'on ne comprenne pas.
Je suis une personne intelligente, j'admets qu'on ne comprenne pas, c'est normal. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous le portez? Justement, j'allais dire c'est un choix spirituel et en fait, j'aurais beau vous l'expliquer, vous le comprendrez pas. Parce que c'est le propre de la Essayez croyance. quand même. Non, mais j'ai pas à me justifier sur ce choix. Ah non, c'est pas de la justification. J'ai l'impression que si, quand on me demande... Oh, c'est un forceur Pujadas. Hein. Pourquoi tu portes une cravate violette, toi? Vous savez, personne, enfin, moi je prétends pas vous imposer que vous quittiez le voile dans l'espace public. C'est dans quelques lieux. David Pujadas l'a dit, si demain, puisque vous étudiez le droit, vous ne pourriez pas plaider comme avocate avec le voile. Ça veut bien dire que dans notre République, on essaie de préserver des endroits. Je voudrais par exemple, moi, que dans les grandes compétitions sportives, il y a eu un contentieux. Le Conseil d'État a tranché avec la fédération de foot ou la Ligue sur les hijabeuses, vous voyez, qui réclamaient justement la capacité de pouvoir jouer des compétitions dans des stades avec le voile. Ben moi, je pense qu'il y a quelques endroits, vous voyez, où on essaie de préserver les choses pour que ensemble, finalement, il n'y ait pas trop de signes distinctifs. Mais je ne sais pas si vous avez lu cette décision du Conseil d'État, mais c'est pas du tout question d'endroit. C'est pas ça qui justifie cette décision. C'est le règlement. Finalement, voilà, c'est ça. C'est la possibilité, oui, mais c'est la possibilité d'inscrire cette règle dans le règlement. Mais ces jeunes filles qui souhaitaient porter le voile, en fait, en réalité, c'était qu'elles relevaient finalement du service public. C'est seulement pour ça qu'on leur a interdit de porter le voile. Ça n'a rien à voir avec l'endroit. Non. Mais moi, là, on s'écarte un peu du sujet parce que moi, je voulais vraiment rester sur le port du voile à l'université et sur les mères, qui accompagnent leurs enfants en sortie scolaire. J'aimerais comprendre parce que vous nous parlez de menaces et depuis tout à l'heure, j'entends vraiment des mots comme ça qui font peur et qui suscitent beaucoup d'émotions. J'entends, mais là, en l'occurrence, on parle de jeunes femmes inoffensives qui étudient à l'université, qui veulent s'intégrer dans la société, qui peuvent s'émanciper par les études, qui peuvent justement être une réelle valeur ajoutée et de l'emploi, etc. Mais bien sûr. Et j'en suis la preuve. Et si vous me l'aviez interdit, si à ce moment-là le voile était interdit à l'université, je n'y serais pas allée. Donc on aurait privé une Française. Mais vous alliez quand même au lycée. Pardon ? Vous alliez au lycée et vous quittiez votre voile. Mais en fait, le fondement de la loi de 2004, c'est on explique aux enfants qui sont mineurs, etc. On veut les protéger parce qu'ils seraient susceptibles d'être influencés par leur entourage. Il faut cesser d'infantiliser les musulmans et on peut comprendre qu'au bout d'un moment, ces femmes-là, elles prennent des décisions qui leur sont propres et qu'il n'y a pas derrière un grand barbu qui leur dit mets ton voile. Moi, je vous l'ai dit, mon père était pas d'accord. J'ai pas de frère. Je ne suis pas mariée. Il y a aucun. Je n'ai même pas d'entourage masculin. Et moi, je conteste pas votre droit. Simplement, je sais qu'il y a un islamisme politique qui essaie d'imposer des codes. Oui, il y a un islamisme politique, mais ce qui est dommage, c'est que dans ce débat-là, bon là, c'est mon petit côté cousiniste, mais dans tout ce débat-là, personne ne parle du rôle du grand capital sur la religion, sur l'image religieuse, sur l'esthétisme, sur l'esthétique, ainsi que sur l'outil religieux. Personne ne parle du fait que le voile aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode, c'est devenu un outil du capital. N'oubliez pas que le grand capital ne met en avant que ce qui le met en avant. Si aujourd'hui vous avez Nike vend des voiles pour faire du foot ou pour faire du sport, ou que vous voyez des influenceuses voilées ou des tapis de prière interactifs ou des agences de formation pour aller faire ta Umrah, la Umrah à Médine. Bon, bien que ce ne soit pas mauvais dans un certain sens, de l'autre côté, les musulmans en France arrivent à se créer un circuit économique avec leur religion, en monnayant leur religion, et c'est justement ce que veut le grand capital. Ils veulent qu'on monnaie la religion, tout comme ils l'ont fait avec le christianisme, pour justement mieux le séculariser, mieux le contrôler, mieux le libéraliser. Ce qui fait que le christianisme aujourd'hui est complètement libéralisé, avec justement cet esthétisme chrétien qu'on retrouve énormément, et maintenant pareil avec l'islam. Alors, encore une fois, c'est bien parce que ça permet à des gens religieux de pouvoir faire de leur religion un commerce. Maintenant, est-ce que la religion doit-elle être commercialisée ? Personnellement, je pense que c'est le meilleur moyen de la détruire. Parce qu'à partir du moment où tu t'enrichis sur ta religion, tu n'es plus dans le domaine de la foi, tu n'es plus dans le domaine du message, notamment christique, pour ma part. Le message christique, le message du Christ, il est simple. Il faut lâcher tout ce qu'on a. Il faut se déposséder de tout ce qu'on a. Il faut sortir du matérialisme omniprésent. C'est ce qu'il a dit, le Christ. Quand il marche dans les rues et qu'il dit aux gens « Lâchez ce que vous avez, rejoignez-moi », il dit aux riches « Arrête de porter tes chaussures, arrête ce matérialisme omnipotent, omniprésent, rejoins-moi ». Certains le rejoignent, d'autres le disent non.
d'autres le bafouent, d'autres l'humilient, d'autres l'offensent, le violentent. Mais le Christ ne s'arrête pas en si bon chemin, il continue et il arrive justement à joindre des gens qui ont cette même volonté, celle de propager l'amour universel. Bon, évidemment, le message de l'islam n'est pas le même, mais je veux dire, principalement, on vous dit quand même dans l'islam comme dans le christianisme, c'est de ne pas vous attacher aux choses matérielles sur terre, parce que de toute manière, vous finirez dans un cercueil. C'est-à-dire du berceau au cercueil, n'y accordez pas une importance matérielle, physique, parce que tout ça, ça ira pas avec vous au paradis ou à ce que vous croyez. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, le grand capital l'a compris. Et comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une commercialisation de la religion qui fait que la religion aujourd'hui est devenue un outil sur lequel on peut s'enrichir. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a des femmes qui se lancent en tant qu'influenceuses voilées, d'autres qui vont faire des agences de formation pour faire la Umrah, d'autres qui vont lancer, ils vont écrire des bouquins sur l'islam ou des bouquins de traduction d'islam, etc. Encore une fois, c'est pas mauvais. Il y a des démarches très saines, très éthiques, évidemment, mais vous savez très bien qu'à partir du moment où il y a un milieu une niche dans laquelle vous pouvez faire de l'argent, c'est comme le e-commerce il y a 15 ans, là. Il y a 15-10 ans, quand les Yomi Denzel ils ont commencé à parler du e-commerce, des boutiques en ligne et tout, Shopify, tout le bordel, le marché est saturé maintenant. Tu ne peux plus faire de l'oseille avec du e-commerce, ça devient compliqué. Et ben c'est pareil avec la religion. Si la religion t'en fait un commerce, regardez le halal. Vous allez me dire, mais quel rapport avec le halal? Je vais vous l'expliquer. Qui détient le halal en France? Qui détient le marché du halal en France? Le halal, c'est la nourriture halalisée, donc qui respecte les lois religieuses écrites donc dans le Coran pour la nourriture pour les musulmans. Très bien, donc évidemment, il y a un sacrifice à faire, il y a des règles, donc évidemment, tu mets la main sur les yeux de l'animal pour qu'il puisse mourir en douceur, pour que justement, voilà, c'est des règles religieuses, quoi, hein, vous videz l'animal de son sang, etc., etc. Mais aujourd'hui, avec les millions de musulmans qu'on a en France, aujourd'hui, on a besoin d'industrialiser. On n'est plus dans le vieux berger, tu sais, qui a 3-4 bétails et un pommier. On est dans l'industrie de masse. Regardez dans les banlieues, tous les musulmans qu'il y a. Comment vous nourrissez tous ces banlieusards, tous ces gens-là, ces milliers de gens-là? Vous ne pouvez pas respecter ces règles-là. Bref, j'en reviens à ce que je disais. Qui détient le halal? C'est pas un complot, hein, mais effectivement, la plupart des gens pas tous, mais la plupart des gens qui détiennent le halal en France, ce sont des juifs. Qu'est-ce que je vous ai dit? À partir du moment où tu peux faire de l'argent avec la religion, il y a des gens, et je dis pas ça parce qu'ils sont juifs, hein, je dis ça parce que ce sont des gens qui entreprennent, qui spéculent, qui font de l'argent, ils basent leur train de vie sur le fait de s'enrichir. Très bien. Mais comment ça se fait que des juifs détiennent le commerce agroalimentaire islamique ou musulman? Et voilà. Et c'est malheureusement un sujet qui n'est pas évoqué par Lilia ni par Bruno Retailleau. Désolé hein, pour la digression, on va reprendre, mais voilà, c'est simplement ce fait-là, le fait qu'aujourd'hui on commercialise de plus en plus la religion. Et pour moi personnellement, je pense que c'est ce qui va mener notamment à la grande pente descendante de l'islam en France, ou de l'islam tout court, comme on l'a eu avec le christianisme il y a des années. Le christianisme n'a aujourd'hui plus aucun pouvoir, hein, malheureusement, vous le voyez. Et c'est notamment parce que le catholicisme, pendant un moment, s'est adapté au judaïsme en autorisant l'usure et le taux d'intérêt. Ce qui était interdit dans le christianisme originel, le message du Christ. Mais bon, pareil, voilà, ils ont transformé le christianisme en le commercialisant, ce qui est devenu le catholicisme. Le christianisme monnayé, spéculateur. Dès qu'il y a de l'argent, c'est fini. C'est pour ça que pour moi, la foi doit rester privée, dans le cadre du privé. À partir du moment où tu spécules dessus, tu commercialises, tu marchandes, c'est fini. Il y aura des gens véreux, avides, cupides, qui se serviront de la religion en se faisant passer pour religieux, pour au final juste spéculer dessus et s'enrichir. Et c'est ce qui mène à sa perte. Qui essaie d'imposer des codes. Je ne suis pas en train de vous dire que les femmes qui portent le voile sont des islamistes. Je vous dis simplement, écoutez-moi bien, que tous les islamistes, tous, veulent que les femmes portent le voile. Mais parce qu'en fait, c'est la religion musulmane.
qui impose de porter le voile. C'est contesté. C'est contesté, c'est vrai. Vous le Mais savez pour très la bien. plus grande majorité. Vous le savez très bien. Oui, bien sûr, je le sais. C'est un choix qui relève C'est contesté. tout est autant de la contesté. politique que de la religion. Ah non, pas du tout. Et nous, mais vous on pensez est vraiment en qu'à 13 ans, France. j'ai fait ce choix politique? Oui, non mais je Et parle. en quoi ma vie traduit une volonté politique? Je C'est ça parle- que je comprends pas. Je parle d'une règle générale. On est sur un modèle républicain Mais qui est justement. très exigeant, qui souhaite que on n'interdit pas des particularités, des croyances, mais que dans des espaces qui sont des espaces républicains, ça soit protégé et qu'on essaie de se retrouver loin des particularismes pour avoir une vie civique commune. Moi, je ne comprends pas pourquoi on vend le modèle républicain selon lequel la religion doit être effacée. Alors que c'est pas du tout ça. On jouit tous de la liberté Bien religieuse. sûr. Et certes, cette liberté peut être restreinte. C'est vrai. Voilà. C'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui le dit. Mais sous certaines conditions. On a la sécurité publique, la santé publique, la morale publique, etc. Et là, en l'occurrence, pour ces étudiantes à l'université ou pour ces mères accompagnatrices, je ne vois pas du tout en quoi elles troublent quoi que ce soit. Elles n'ont dérangé personne. Et vraiment, excusez-moi, juste je finis sur ça. Si aujourd'hui vous vendez aux Français le fait de combattre l'islamisme en interdisant ces pauvres femmes de porter le voile, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Si c'est bien vos, sûr. vos mesures et que ça fait presque plus de 10 ans qu'on les répète à chaque fois et qu'on voit bien qu'il y a un blocage législatif parce que ce n'est juste pas conforme à la laïcité, c'est inquiétant et c'est alarmant. Justement, en interdisant, vous jouez le rôle des vrais islamistes dangereux, hein, on parle, qui eux interdisent tout, justement, qui régissent sous une dictature coranique, on va dire, même si le terme n'est pas le meilleur. Et je vois même un commentaire là en dessous qui dit Retailleau qui veut combattre l'islamisme en se comportant comme les islamistes, puisqu'in fine, les interdictions qu'il propose vont empêcher ces femmes de s'émanciper et de se mélanger à la société. Et c'est en réalité exactement la finalité des islamistes qu'il prétend combattre. C'est ça, exactement. Et puis, bon, après, c'est le grand problème, hein, c'est toujours cette question-là qui... En fait, si on a une dette grossissante de 3 000 milliards, on a au gouvernement des mecs complètement... Regardez encore Bernstein, ce qu'elle a dit récemment. Elle a dit qu'on n'attend pas d'un ministre qu'il soit compétent dans le ministère dans lequel il est élu. Ben si, justement, en fait. Tu as des ministres qui pensent comme ça. C'est quand même très, très grave. On a une dette grossissante. Là, ça y est, hein, officiellement, dans les médias, l'Occident est officiellement en crise économique. Ça y est. Donc, on est en crise économique, mais le problème, c'est les femmes voilées dans les accompagnements scolaires. Non mais sérieux les mecs, on a vraiment 3 trains de retard. C'est-à-dire que Elon Musk il envoie des fusées, Trump tu vois en fait il signe 102 lois par jour pour remettre l'Amérique sur son piédestal, et nous on parle du voile sur LCI. Oh. Oh. Non mais c'est terrible. D'ailleurs, pour finir, j'aurais bien voulu qu'on parle de quelque chose. Non parce que Retailleau qui nous parle de... Là c'est la petite red pile de fin, préparez-vous, accrochez-vous. Retailleau qui nous parle de républicanisme, de laïcité, de le voile surtout pas. Ouais, je suis d'accord. Tu peux nous expliquer ça, Retailleau? Qu'est-ce que tu fous avec le grand rabbin de Paris avec une kippa sur la tête? Donc, attends, si je résume. Le voile en sortie scolaire, donc une mère de famille qui accompagne son enfant gentiment, qui prend de son temps pour accompagner des enfants, veiller à leur sécurité pendant une activité extrascolaire, pas bien. Porter une kippa avec le grand rabbin de France alors que tu es ministre et qu'évidemment tu proclames à longueur de journée la laïcité et la République, les fameuses valeurs égalitaires, mais par contre tu portes une kippa. Ouais, ok. Bon, allez, on te pardonne, bon. Tu peux nous expliquer ça? La fête de Hanouka, donc qui est une grande fête évidemment juive, pour rappel, les juifs en France, c'est moins d'1% de la population française. D'accord. Voilà. Ils ont allumé les bougies de Hanouka à l'Élysée. C'était l'année dernière. Et cette année, ils l'ont fait sur 7 places différentes à Paris. C'est quoi la suite? Ce sera dans chaque mairie de France? Je comprends pas. Et encore une fois, à tous les frères juifs qui nous regardent, dédicace, big dédicace, comme dit Bassem. On n'a rien contre vous, hein, mais simplement, regardez. Vous nous parlez, enfin, on nous parle de les dangers de l'islamisme, mais d'autre côté, parce que personnellement, je ne connais pas de musulmans à l'Assemblée ni au Sénat. Je ne connais pas de musulmans, en fait, en ministre. Par contre, au gouvernement, il y a Elisabeth Bernstein, qui s'appelle Borne, mais son vrai nom, c'est Bernstein, elle est juive. Meyer Habib a été député longtemps à l'Assemblée nationale. Il a la binationalité franco-israélienne. À la télé, on invite Golnadel,
On invite Elisabeth Lévy, on invite Julien Drey, Cohn-Bendit, enfin tous ces mecs-là, pareil, ils sont juifs. Moi, je vois pas beaucoup de femmes voilées sur les plateaux télé. Je vois pas beaucoup de femmes voilées dans les grandes instances du pouvoir. Donc, je veux dire, pour l'instant, ceux qui sont plus proches du pouvoir, c'est les Français, les Juifs, enfin certains Juifs. On ne parle pas de tous les Juifs, bien sûr. On ne ferait pas cette bêtise, on ne ferait pas cet amalgame. Voilà. Et je connais pas beaucoup de musulmans qui sont dans les grandes instances du pouvoir français. Et le danger, c'est l'islamisme. Ah bon? Enfin, moi, perso, j'ai plus peur de Meir Habib, qui est à l'Assemblée nationale, qui est franco-israélien, que le vendeur de cigarettes franco-marocain. Hein. Excusez-moi. Hein. Je veux dire, le vendeur de cigarettes franco-marocain, c'est un problème, certes, mais à la fin de sa journée, il retourne dans son appart, il fume ses clopes, il se lave, il dort, et il retourne bosser le lendemain. Meir Habib, il est pote avec Netanyahou. Et il vote des lois en France. Qui me dit qu'il ne vote pas des lois aussi pour la faveur d'Israël? Il est franco-israélien, les mecs. Ouais, et puis c'est pas tout. Tu peux nous expliquer ça, Retailleau? Vous donnez 6,5 millions d'euros au musée d'art et d'histoire au judaïsme? Et c'est avec l'argent de qui? C'est avec l'argent de quoi? C'est pas avec l'argent des Français, ça? Vous financez rien pour les musulmans? Vous financez rien pour les chrétiens? Bon, allez, vous avez peut-être, vous avez financé Notre-Dame, vous avez financé peut-être la réparation de certaines églises. Encore heureux. Encore heureux, c'est l'histoire de France. Encore heureux. Baptême de Clovis, tout ça, hein, on ne vous répète pas les... Encore heureux. Et par contre, vous donnez 6,5 millions d'euros au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Pour quelle raison? On peut savoir pour quelle raison? Et donc là, il n'y a pas de danger de judaïsation de la société? Et encore une fois, je le répète, ne faisons pas l'amalgame de mettre tous les juifs dans le même panier. Tous les frères juifs qui nous regardent, je vous salue, camarades, je vous salue, les frères juifs, les camarades musulmans, les camarades chrétiens, les camarades bouddhistes. On vous salue tous, vous le peuple, pour le peuple et par le peuple. Mais par contre, notre gouvernement, il nous dit pas toute la vérité. Hein? Et moi, j'ai fouillé. Donc, pourquoi Retailleau se plaint du voile à la télé en disant l'islamisme, alors que lui-même, il porte une kippa et il est pote avec le grand rabbin? Emmanuel Macron est invité au dîner du CRIF, Hanouka à l'Élysée, et 6,5 millions d'euros d'art et d'histoire du judaïsme. Sans compter qu'au gouvernement, on a eu Bernstein, on a eu Darmanin, qui est un juif aussi, qui s'appelle Moussa Darmanin. Enfin bref, voilà. Encore une fois, moi, je n'ai pas de jugement personnel. Absolument pas. Je ne fais aucune supposition, rien. Par contre, je mets simplement en lumière ce deux poids, deux mesures qui est hallucinant. Qui est hallucinant. Et je m'arrêterai là. Mettez un like, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne, l'abonnement payant. Ici, soutien de niveau 1. Voilà. À 50 membres, on se fera une émission spéciale et puis on se fera, je sais pas, on fera peut-être un vlog à l'Elysée, tiens. Bon, je plaisante parce que les amants blancs, ils vont venir chez moi sinon. Allez, mettez un like, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.